L'attente parut interminable dès l'instant où les sens ressortirent peu à peu du sommeil. Je me sentais mourir seul, dans un temps immobile où des secondes déréglées se figeaient, comme si les suivantes se refusaient à naître. Et bizarrement, dans l'impatience apparemment passive de cette attente, j'avais conscience de la duplicité de mes sentiments. Ce n'était pas la peur de mourir qui dominait, car je me sentais si faible et si fragile que je me laissais glisser, sans révolte. J'avais surtout peur de mourir seul dans la souffrance, la solitude et le silence. Tout à coup, devant moi, le bout du tunnel, peut-être bien Dieu sur terre, dans le tintamarre de ces sirènes, les déferlements de pas et de brancards, et les hurlements de voix dans les haut-parleurs, ces sauveteurs, à qui je serai éternellement reconnaissante, foisonnés à présent. Et cette ruche humaine d'une grande chaîne d'entraide déploya toute son énergie pour activer l'évacuation des victimes. Sur cette zone de guerre, ce n'était plus la foule, mais il y avait à nouveau du monde partout, à l'abri des regards, enveloppés dans des draps blancs et posés sur des brancards, des morts étaient reconduits en silence vers la sortie. Et tout à coup, au milieu de cet effroyable massacre, comme dans un joli rêve, surgissant de nulle part, je vis le jeune homme brun qui allait me sortir du désert rouge puant la guerre, qui m'embourbait et me coulait, vulnérable et impuissante dans la perte solitaire d'une vie. Malgré le choc de l'explosion et la vision encore présente d'un champ de gens gisant à terre, je ressentis une joie intense en voyant ce jeune homme avancer vers moi à grandes enjambées. Instantanément, je l'auréolai de toutes les qualités. Qu'est-ce qu'il est musclé! Comme il est beau, me dis-je. Ceci prouvait aussi que ma féminité n'avait pas encore lâché prise. Il me recueillit dans ses bras. « Je vais te sortir d'ici. Tes blessures saignent et il faut vite te conduire à l'hôpital, me dit-il. » Et sans se faire aider, comme il n'y avait plus de brancard, il me garda dans ses bras et il me délogea du théâtre. Au contact de l'air, je me mis à frissonner. « J'ai très froid, lui dis-je. Il fait pourtant doux cette nuit. Si tu as froid, c'est le choc. Mais il ne reste plus une seule couverture. » Une dame qui passait par là ouvrit son sac et en sortit un châle qu'elle étala sur mes épaules en faisant un nœud au niveau de la poitrine. « Il va être plein de sang. Comment je vais faire pour vous le rendre, lui demandai-je. « Aucune importance. Je te l'offre, ma petite. Ne t'inquiète pas, tout ça est sans importance. De toute façon, je ne le mettrai plus et j'en ai d'autres à la maison. » Pendant ce temps-là, j'attendais encore une ambulance, car il y avait des dizaines de victimes et elles manquaient cruellement. Autour de nous, des hommes ouvraient les portières de leurs véhicules personnels, chargeaient en vitesse des blessés et démarraient à toute allure pour les transporter à l'hôpital. Soudain, il y eut des scènes bizarres au milieu des embouteillages. Même dans ces conditions extrêmes, la nature humaine est capable du meilleur comme du pire. Certains individus, par chance peu nombreux, et j'eus du mal à le croire, se sauvaient en coinçant des voitures de peur de salir leur siège d'automobile avec le sang des victimes. « C'est scandaleux ce que vous faites !» hurla un monsieur en tapant sur le capot d'une voiture qui fuyait. Parmi eux, quelqu'un dont je ne vis pas la tête tant il faisait noir cria « Écartez-vous, écartez-vous, je fais marche arrière et je vous récupère. » Et quand l'espace fut libre, il démarra sa Peugeot blanche à si vive allure qu'il aurait pu faucher un passant. Un jeune homme aux yeux bleus vifs sortit précipitamment de sa Citroën et courut derrière le véhicule en hurlant « Vous êtes un pauvre type, un minable, barrez-vous, on n'a pas besoin de gens comme vous. » Aussitôt, ce même jeune homme, regard bleu intense, revint vers sa Citroën dont il ouvrit les portes avant et arrière. Et il s'approcha de moi en souriant. « On va te mettre dans le véhicule, tu dois être fatigué. Tu as assez attendu comme ça, expliqua-t-il en posant une main sur la mienne. « Jean-Claude, dit mon premier sauveteur en se présentant. J'appris que le conducteur de la Citroën s'appelait Jean-Jacques. « Je peux l'accompagner jusqu'à l'hôpital ?» lui demanda Jean-Claude. « Désolé, il n'y a plus de place dans la voiture. Elle va occuper tout l'arrière et je dois prendre un autre blessé plus léger à l'avant, répondit-il. Tous deux installèrent avec précaution sur les banquettes beiges de la Citroën mon corps déchiré et sanguinolent,
dont les jambes pendantes commençaient à être douloureuses. Jean-Jacques fit monter à l'avant Paul, un homme plus âgé qui marchait sur ses pieds qui disait être blessé. Il paraissait en bonne santé et il me consolait en me parlant aussi gentiment que s'il s'adressait à son enfant. Au cours du trajet, Jean-Jacques parlait, et ce fut souvent un monologue. Il nous informa de ce qu'il savait. La bombe avait tué 5 personnes et fait plus de 80 blessés, sans compter les plus légers qui étaient rentrés chez eux. Et impressionné, j'appris de sa bouche le dévouement sans limite, spontané et instantané, qui avait mobilisé la plus grande partie de la population.